Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture de livres que j'ai lus sur une quinzaine de jours entre mi-mai et début juin. C'est pas des gros bébés, mais vu qu'en parallèle je fais beaucoup de tri, vous allez avoir plein de vidéos de tri. Donc voilà, on va commencer tout de suite. De toute façon, il y aura d'autres vidéos point lecture qui vont arriver par la suite. Je lis plein de livres en parallèle. Là, j'en ai deux petits en cours. Voilà. Donc, vous aurez plein de points lecture aussi qui vont arriver. Donc, on va commencer par un petit livre. De toute façon, c'est que des petits. Et il y aura un abandon. Donc, un petit roman sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. Donc on entre dans le vif du sujet dès le premier chapitre avec une narratrice âgée, elle doit avoir une petite soixantaine d'années, parce qu'elle est encore quelque peu active. On parle d'astrologie, d'écologie. Le premier mort ne respectait pas la nature. Un os de biche s'est figé dans sa gorge. C'était un gros chasseur. En fait, on a la narratrice. Et en parallèle, on a tout un groupe de chasseurs, mais chasseurs qui chassent pour le plaisir avant de penser à manger leur proie. Ils aiment beaucoup chasser, ils prennent la nature pour leur terrain de jeu. Ce genre de choses-là. Donc au départ, on a la vie d'une vieille dame, entre guillemets. L'hiver, dans un village à moitié déserté, il n'y a plus que les pré-retraités qui y vivent. L'hiver, les gens ils vont en ville pour pas manquer de quoi que ce soit, alors qu'il y a des bus qui circulent ou des voitures. On a le retour d'une voisine écrivaine. Il y a internet et le téléphone, mais ça rame un peu, beaucoup. Ils ont pas la fibre, hein. Ni même la 3G, je pense. On est en Europe centrale, je vous l'ai pas dit. On a des extraits des poèmes de Black, le poète anglais. Les animaux se vengent des torts causés par les humains. Mais est-ce vraiment les animaux? Faut lire le livre pour le savoir. On aurait des devoirs envers eux. On a une réflexion sur la surconsommation animalière. L'autrice nous inviterait-elle à pratiquer la décroissance? Oui, je suis à fond dedans, hein. La narratrice est enseignante pendant les beaux jours. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est partiellement active, qu'elle doit pas être très vieille. Et on a une forme d'enquête par rapport aux morts. À savoir si c'est les animaux qui ont vraiment tué ces petits bonshommes ou pas. Donc c'est un espèce de thriller nature. Voilà. C'était sympa. Ça se lit bien. Après, il faut aimer tout ce qui est astrologie, chasse, nature et compagnie, hein. Mais ça se passe pas qu'en hiver. Margot, tu peux pas le mettre en hiver. Margot Liseuse, elle fait des pales par saison. C'est un livre qu'elle estime qui va en hiver, elle le met en hiver. Sauf que là-dedans, il y a des passages en été. Voilà. Ensuite, on continue avec un abandon.
Mais j'ai des petites choses à vous dire quand même parce que j'ai pas abandonné à la 10e page. Malgré que ce soit au début. Alors, dans Neverwhere de Neil Gaiman, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion dans un vide-grenier. Et je suis bien contente de l'avoir acheté d'occasion. À la base, il m'intéressait. De toute façon, on n'aurait pas pu l'acheter neuf. Normalement, il n'aurait pas dû être vendu. C'est une autre histoire. Pour 50 centimes, je vais pas pleurer, bon. Donc, à la base, ce livre m'intéressait pour un des récits que j'ai envie d'écrire. Et sur lequel je prends des notes. Voilà. Donc, on a les origines du roman et le parcours dans la première partie, là. Avait une introduction. Là-bas, c'était un livre pour un film. Bon, vu comme c'est écrit, je veux bien le comprendre parce que il y a pas mal de passages où j'ai eu du mal à suivre. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, hein, je comprends rien. Je peux pas le demander à ma mère de de le lire. Elle va refuser tout net. Elle lit pas ce genre de choses. Faut que ce soit du réalisme. Et encore, le réalisme de Flaubert, Zola et compagnie, elle aime pas. Donc on a les origines du roman et le parcours jusqu'à cette version dans une introduction. Dès le prologue, avant même d'être à Londres, on entre dans le mystère. On a l'histoire brève de Londres. Oui, ça fait 2-3 paragraphes. Le personnage principal est le roi de la désorganisation. Alors, au lieu de tenir un agenda où il note tous ses rendez-vous, il oublie tout. Il doit réserver un restaurant pour sa fiancée et son patron. Il oublie de le faire. Il mélange tout. Il mélange tout. Et il finit par tout perdre. Voilà. Là où je me suis arrêtée, il avait perdu fiancé, boulot, appartement, limite c'est un SDF quoi. Devenu un SDF. Mais bon, il y a un passage assez bizarre. Bref. On a une protection des animaux. Il arrive plein de gags au personnage principal. Il devient transparent dans le monde réel. Si vous voulez, au moment où il doit accompagner sa fiancée au restaurant, il préfère porter secours à une jeune fille blessée, l'amener chez lui, la soigner et compagnie. Du coup, sa fiancée le quitte parce qu'il veut pas revenir vers elle pour l'accompagner. Déjà. Et du moment où il s'occupe de la jeune fille blessée, porte assistance à personne en danger, c'est bien. Bien sûr, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais à partir de là, sa vie change. Il est complètement coupé du monde réel. Il peut plus aller au boulot et il devient transparent. Il n'a plus de bureau. Son appartement, il est en train de prendre sa douche et compagnie. Il y a des gens qui viennent visiter l'appartement pendant qu'il est en petite tenue. Ok, d'accord. Du coup, on le vire de son appartement. Il peut plus retirer d'argent. Donc pour le Londres d'en haut, il est mort. Mais parce qu'il y a un Londres d'en haut et un Londres d'en bas. Et la fille qu'il a sauvée, il vient du Londres d'en bas. Et puis il y a deux personnages assassins dedans. Que j'ai un peu du mal à reconnaître. C'était fouillis. Il y a pas mal d'idées dedans, mais c'était trop fouillis pour moi. Je me suis perdue. Du coup, je l'ai abandonné à 142 pages.
sur 380. Là, je ne me suis pas attachée au personnage principal, je suis restée hors du récit. Voilà. Du coup, c'est un livre qui partira. Il y a deux petits endroits que ça m'intéressait, mais c'est tout. Ensuite, un livre où j'ai marqué plus de choses. Une presse sans Gutenberg de Jean-François Fogel et Bruno Patino. C'est un livre court de 145 pages. On parle de l'arrivée d'Internet dans le monde occidental notamment. Et de tout ce que ça a fait sur l'information, la communication et compagnie. Donc, on est au début des années 2000, tout début, hein, même avant. On a l'arrivée d'Internet avec articles, vidéos, blogs, actualités en ligne sur Google, Yahoo et autres. On peut se demander si Internet va tuer l'édition papier. Plus ou moins. Hein. On a face à face le journalisme numérique et le terrorisme. 2001. Septembre 2001. Ça a bugué. L'audience a de l'importance sur la qualité. Il y a de nouvelles manières de faire. On a une tenue de suivre et de produire. On est tenu de suivre et de produire l'information en ligne. La rédaction doit se tourner vers une autre culture où la nouvelle elle-même semble changer en passant de l'encre sur le papier aux pixels sur l'écran. Et j'écris deux lignes sur une seule ligne. Du coup, j'ai un peu du mal à me relire. Les 5 traits négatifs du paysage médiatique sont le développement d'un cycle interrompu de l'information, la montée du pouvoir des sources face à celui des journalistes, la possibilité ouverte à tous de diffuser de l'information, comme nous, les booktubeuses et autres. Il y en a plein. Il suffit que tu sois capable de parler à un téléphone, que tu aies un internet, un téléphone, et un compte Google ou autre, et tu peux faire des vidéos. T'es même pas obligé de passer par le montage. Un progrès de la polémique au détriment de l'information. Comme l'affaire avec Bruel. On n'est pas sûr qu'il ait fait les choses, mais déjà on le juge. Avant que la justice ait fait son affaire. On verra bien s'il a fait des bêtises ou pas, le coquin. Pour l'instant, il est innocent. Juste des suspicions, mais bon, porter plainte au bout de 35 ans, il n'y a plus de preuves. Hein. Verte à tous, progrès, polémique au détriment de l'information, gonflement de sujets chocs, comme celui-là, pour rassembler une audience dispersée entre les médias. Il s'agit de bâtir un univers de l'information qui soit naturel pour les natifs du net. La génération juste après moi, en quelque sorte. Hein, où ils sont beaucoup plus connectés sur Internet. Quoique ceux qui ont 10-12 ans aujourd'hui, ils sont plus débrouillards sur Internet que moi. Hein. Aucun support n'est exclu, mais rien ne garantit que la presse maintienne un rôle de médiateur obligé entre l'audience et l'information. S'informer revient souvent pour un internaute à soumettre à ce moteur un ou des mots-clés entendus, lus ou vus dans un média ou une conversation. Je trouve que c'est très intéressant sur le domaine.
Mais toujours bien vérifier ses sources. Voilà. Après, il y a peut-être des mises à jour à faire dans ce genre d'ouvrage, il date de 2005. Ensuite, un qui m'a moins intéressé, Traité de la peinture par Léonard de Vinci. C'est des petites pages comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs chapitres par page. Des fois, vous avez 2 à 3 chapitres sur une même page. Et puis des fois, il y a des chapitres qui peuvent faire 5-6 pages. Donc on commence par une préface suivie de la biographie de l'auteur. La traduction a été faite en vieux français, où il y a des fois des tournures un peu bizarres. Léonard de Vinci se retiroit souvent à Faverola chez messieurs Melzi pour étudier plus tranquillement. Il composa aussi divers traités pour les peintres de l'Académie de Milan, dont il étoile directeur. Et ce fut par ses soins et par ses études qu'elle devint bientôt florissante. Voilà, et toi, le 2 été. C'est une petite demande d'adaptation et de concentration. On a 2 tables des matières, une à l'entrée, une à la fin. Ok. Un bon peintre doit maîtriser la perspective, les ombres et les lumières, se doit d'être varié dans les sujets, s'intéresser à tout, imiter les maîtres, approfondir la théorie avant d'attaquer la pratique, tout y passe. Il y a des chapitres sur tout ce qui peut toucher la peinture de près ou de loin, le dessin, les ombres, les lumières, le sujet, tout. Plein de petits chapitres qui se répètent parfois sur certains sujets. Il y a des chapitres un peu trop techniques. Et on a des illustrations. Est-ce que je vais vous trouver une petite illustration? Oui. Là. Vous voyez? Il y en a d'autres, mais bon. Voilà. Donc ça n'a pas été une réussite. Il y a des passages, il y a des chapitres que je lisais un peu en diagonale quand ça me passionnait pas. Voilà. Bon. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Il y a des livres qui vont se retrouver dans un haul. Voilà. Bon, à bientôt.